Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet autre numéro du Newsweek, les titres de l'édition. La journée africaine de la prévention des risques de travail a été célébrée cette année dans la ville de Bokeh. La Caisse nationale de sécurité sociale a décidé à mener des actions sur le terrain, ce en vue de prévenir les risques de travail. La teinture, une activité pratiquée par nombre de femmes à Kindia dans le but de subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes font face à des risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Et puis en Afrique du Sud, 20 ans après la fin de l'apartheid, le pays peine à trouver un modèle économique. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous dans cette édition. L'Afrique a célébré ce 30 avril la journée africaine de la prévention des risques du travail. En Guinée, c'est la ville de Bokeh qui a abrité la célébration de ce 18e anniversaire. La Caisse nationale de sécurité sociale entend mener des actions pour prévenir les risques de travail. Souleymane Ba. Voici un ouvrier bien protégé qui met toutes les chances de son côté pour éviter un éventuel accident de travail. Tous ces moyens pour un seul but, préserver sa santé. Cette simulation est évocatrice à l'occasion du 18e anniversaire de la Journée africaine de la prévention des risques du travail, le 30 avril. Cette année, les médecins victimes de la fièvre Ebola sont élevés au rang de héros. C'est une journée aussi qui vient à point nommé pour prier pour le repos de ces braves médecins et autres agents de santé, mais aussi, surtout, attirer l'attention des gouvernants et des patrons que le risque sur le lieu de travail est une réalité et qu'il faudrait mettre les bouchées doubles en Guinée pour avoir une politique pour que le lieu de travail soit un lieu sûr pour le travailleur et pour sa famille. Entre 2000 et 2012, plus de 1800 accidents de travail ont été enregistrés en Guinée, dont 6 cas mortels. Malgré ces statistiques, la Caisse nationale de sécurité sociale veut mettre en place un mécanisme pour réduire les risques d'accidents de travail. La Caisse nationale de sécurité sociale entend engager une campagne de sensibilisation pour une meilleure prévention des accidents de travail et maladies professionnelles, mais également pour favoriser le développement d'une culture de prévention des risques professionnels dans nos bureaux, usines et ateliers. Pour garantir la sécurité et la santé des personnes au travail, les employeurs et les salariés doivent collaborer et participer collectivement aux programmes pluridisciplinaires touchant à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle, à la toxicologie, à la formation, à la sécurité et à la psychologie. Cette rencontre d'échange a mobilisé à Bokeh des professionnels de la santé, des syndicalistes ainsi que des représentants de quelques sociétés minières. Ils ont planché sur les stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité au lieu de travail. Et dans cette même ville de Bokeh, 100 milliards de francs guinéens promis aux femmes par le président de la République pour réaliser des microfinances. Les femmes réclament cette somme vu le retard du décaissement ainsi que l'accès au CAF. C'était à l'occasion d'une visite de la ministre de la Promotion féminine et de l'Action sociale à Bokeh. Reportage Aïssatou Sané. Ces femmes de Bokeh demandent le décaissement des 100 milliards promis par le chef de l'État. C'était à l'occasion d'une tournée de la ministre de l'Action sociale et de la Promotion féminine dans la région. Cet argent est destiné à la création de microcrédits. Après une rencontre avec le ministre, elles se disent rassurées quant à la gestion de cette somme. Oui, nous sommes très satisfaits parce que madame nous a édifié sur son montant. Sinon, on était vraiment dans le nuage parce qu'on ne sait pas où on a envoyé cet argent. Donc nous avons entendu parler par le professeur Alpha Condé. Maintenant qu'elle est venue nous édifier, je pense que tout le monde est à l'aise et on attend le jour J pour être bénéficiaire de cette somme. Le ministère de l'Action sociale et de la Promotion féminine a promis de prendre des mesures afin que ces femmes aient accès à cette somme. La plainte des dames, c'est des plaintes très logiques parce que le président a dédié ce fonds aux femmes, malgré le retard acquis dans l'exécution du projet lié aux études de faisabilité et à l'étude de terrain.
à l'étude d'expérience dans les autres pays qui ont réussi en la matière, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et au Burkina. Si elle réclame aujourd'hui, je pense que c'est juste. Et le département s'engage à prendre des dispositions utiles afin que leurs dealers arrivent dans les meilleurs délais. Les femmes réclament également l'accès au centre d'appui aux activités féminines dont la rénovation vient d'être achevée. La chef du département de la promotion féminine a fait savoir que le CAF sera accessible le plus vite que possible. Pour le CAF, la construction est finie. C'était dans le cadre des projets de l'anniversaire de l'indépendance à Bouquet. Comme c'est totalement fini, les travaux ont retardé un peu. Elles sont là, elles regardent des bijoux très jolis qui leur appartiennent, auxquels ils n'ont pas accès. Et le département des arts s'était engagé à faire la remise au mois de mai. Et comme elles ont demandé, nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour que ça leur arrive dans les meilleurs temps. En attendant, les détergents et désinfectants ont été remis à ces femmes pour prévenir la fièvre Ebola par Madame le ministre. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a présenté ce mercredi son plan d'action 2014-2015 aux partenaires techniques et financiers. C'était au cours d'une réunion sur la mobilisation des fonds pour le financement des projets favorisant l'emploi des jeunes. C'est un reportage signé Idriss Sabari. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes a présenté ce mercredi sa feuille de route 2014-2015. L'occasion a été marquée par la présence des partenaires autour de la mobilisation des ressources pour la mise en route du plan d'action du département. Cette feuille de route, basée sur 3 axes prioritaires, comprend 18 projets. Elle vise un idéal principal, l'amélioration de l'accès à l'emploi, jeunesse et activités socio-éducatives et l'appui institutionnel. L'efficacité de notre action commune en faveur de l'emploi des jeunes dépendra en grande partie de notre capacité à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de nos initiatives et à développer des partenariats efficaces favorisant la synergie d'action. Le budget global pour l'exécution de cette feuille de route est de 141 milliards 651 millions 448 000 francs guinéens, soit 20 millions 237 000 dollars US. Le gouvernement guinéen s'est engagé à financer ce plan d'action à hauteur de 60%. Les partenaires, eux aussi, s'inscrivent dans cette dynamique. Le système des Nations Unies s'est engagé à travers ce qui était déjà inscrit dans le plan d'appui pour la Guinée concernant la jeunesse et l'emploi jeune et surtout aussi pour les activités socio-éducatives et la consolidation de la paix. Selon une enquête de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, 72,1% des chômeurs urbains sont des jeunes de 15 à 34 ans. Une réalité que le gouvernement compte changer. La prise en compte de la jeunesse dans nos stratégies est devenue l'élément essentiel et l'élément le plus important des stratégies et des politiques de développement que nous devons mettre en place. Donc ce n'est pas un acte volontaire, c'est une nécessité qui s'impose aujourd'hui à tous les gouvernements. Pour l'atteinte des objectifs de cette feuille de route, un comité de coordination des actions sera mis en place afin de traduire l'attente des acteurs concernés en projets et programmes opérationnels. L'élection pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, tenue en mars dernier, continue de susciter des contestations. Des cas de fraude et d'irrégularité sont signalés. C'est le cas du GOA qui a, dans une déclaration, contesté les résultats. Mamadou Boy Diallo. Décidément, l'élection pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée n'en finit pas d'enregistrer des rebondissements. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, acteurs du processus, dénonce des dysfonctionnements et des fraudes qui ont entaché le scrutin, notamment dans la région administrative de Farana. Des écoliers dont l'âge varie entre 16 et 18 ans se sont immixés dans la salle de la maison des jeunes pour voter à la place des vrais opérateurs économiques déjà privés de vote par les organisateurs. 114 vrais opérateurs n'ont pu voter alors que 724 autres opérateurs ont été contraints de payer des sommes d'argent variant entre 30 000 à 225 000 francs guinéens pour prendre part au vote. Et malgré cela, ils n'ont pu voter. Des cas d'irrégularité ont été également décelés dans les communes de Ratoma et Matoto, ce qui par ailleurs constitue une entrave à la transparence du scrutin. Aucune condition n'a été respectée ou remplie par les élus et les votants. Au fond,
il y a eu achat de conscience, corruption, arnaque des opérateurs, politisation et visée ethnique de ces élections. Sur 15 membres du bureau, 10 viennent de l'équipe soutenue par les autorités locales de Matoto. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, une structure chargée de promouvoir et renforcer les bases de l'activité économique dans le pays, n'a pas connu d'élection depuis 2005. C'est pourquoi l'élection en cours représente un enjeu majeur qui pousse les différents candidats à user de tous les moyens pour gagner le scrutin. Le ministre de la Coopération internationale a fait cette semaine le bilan de ses acquis du premier trimestre de l'année en cours. Une trentaine d'accords et de conventions de financement ont été signés pour une enveloppe globale de près de 120 millions de dollars US. Chérif Diallo, reportage. C'est une tradition au sein des États démocratiques que de faire un point après 100 jours de gestion à la tête d'un département. À cette tradition, le ministre de la Coopération internationale n'y a pas dérogé. En présence d'un parterre de journalistes, il a procédé à une brève présentation des activités menées par son ministère au compte du premier trimestre de l'année en cours. Une trentaine d'accords et de conventions de financement ont été signés pour une enveloppe globale de 725 milliards 359 millions 320 000 francs guinéens, soit 120 millions 250 751 dollars. En dépit de son engagement à exécuter son plan d'action, le ministre Dr Moustapha Koutoubou a fait mention des difficultés auxquelles son ministère fait face. Tout comme le même pas sans savoir que le budget c'est base qu'est-ce aujourd'hui, il est important qu'on aille à l'économisation à certains niveaux. Donc nous avons certaines activités dans le plan d'action que nous n'avons pas pu exécuter. À ces difficultés s'ajoutent souvent des conflits de compétences entre le ministère de la Coopération et celui des Affaires étrangères. Des difficultés qui sont le plus souvent à la base du blocage de plusieurs projets. Le ministre a promis de se revoir la donne au cours du deuxième trimestre de l'année 2014. La mobilisation des ressources financières, techniques et matérielles et de dons en nature à travers l'organisation des grandes commissions mixtes de coopération. Dans la gibecière du ministère, un document sur l'efficacité de l'aide préparé avec l'appui du PNUD et qui sera soumis à l'examen du deuxième forum sur l'efficacité de l'aide prévue au deuxième trimestre de 2014. Et dans cette édition, on parle d'un conflit domanial dans le quartier Boussoura, situé dans la commune de Matam. C'est une affaire qui remonte à plusieurs années. Mohamed Damaro Camara nous édifie. Il s'agit d'une affaire qui remonte à 1966. Nous sommes au quartier Boussoura dans la commune de Matam. Autrefois, toutes ces parcelles appartenaient à Momo Bangoura avant qu'une partie ne soit vendue à Abdoul Silla. Mon père a obtenu ce domaine dans la plus grande transparence. Beaucoup de ceux qui en sont témoins ne vivent plus aujourd'hui. Au décès de mon père, Fatou Bangoura nous a convoqués au conseil de quartier. Ceux-ci lui ont fait reconnaître son tort. De même qu'à la commune et à la justice, on nous a donné raison. Et depuis 1998, le domaine est revendiqué par la fille de Momo, Madame Fatou Bangoura, qui a introduit en 2004 le dossier au tribunal de première instance de Mafanko. Au verdict final, témoignent même les responsables du quartier, la famille Silla a été reconnue propriétaire légale de la parcelle 40, lot 16, qui fait aujourd'hui objet de litige. À la délibération, on dit la parcelle 40, lot 16 appartient à Abdou Silla. Ça c'est bien précis dans le gros jugement. Et la parcelle 16, lot 32 appartient à Fatou Bangoura. Introuvable, Madame Fatou Bangoura, malgré le verdict prononcé sur l'affaire, persiste. Elle a fait venir plus d'une dizaine de fois des agents pour déguerpir la famille Silla. Leur intervention de ce mardi a été encore une fois violente. Nous n'avons plus la paix du cœur. Nous en souffrons. Nous avons recherché Fatou Bangoura. Hélas, elle est toujours introuvable. La famille Silla ainsi que les citoyens du quartier en ont trop eu pour leur compte. Ils demandent l'implication des autorités au plus haut niveau.
Nombreuses sont des femmes qui font de la teinture. Dans la ville de Kindia, on dénombre jusqu'à environ 3000 artisans, malgré les risques liés à l'utilisation des produits chimiques pour teindre les pagnes. Cette activité leur permet de supporter les charges de leur famille. Reportage. Nana Kamara, connue sous le nom de Nana Kindeli, fait de la teinture depuis plusieurs années. Grâce à cette activité, cette vieille femme supporte les charges de sa famille. Je prends les pagnes chez un fournisseur, je les teins. Après la vente, je donne au fournisseur son argent. Les bénéfices, je nourris ma famille avec ça et je poursuis mes activités aussi. Elles sont nombreuses dans la préfecture de Kindia à pratiquer de la teinture. Ce, malgré les risques liés à l'utilisation des produits chimiques comme principale matière première pour faire de l'indigo. Ça a des risques énormes. C'est pourquoi dès qu'on finit la production, on prend du Gloria. Parce qu'en faisant le mélange, la chaleur qui monte, ce n'est pas bon pour l'organisme. Comme tout métier, les acteurs de cette activité sont aussi confrontés à d'énormes difficultés. Et le manque de financement, donc le manque d'appui financier. Sinon, pour l'activité quand même, comme l'appui humain est là, ça, ce n'est pas un problème. La préfecture de Kindia possède 9 unions de teinturières affiliées à la Fédération nationale artisanale de Guinée. Cette fédération regroupe en son sein plus de 3000 artisans. Sa mission, promouvoir et coordonner les activités artisanales. Nous faisons une mise en relation avec les artisans des autres préfectures. Et nous les communiquons toutes les informations qui viennent de la Fédération nationale. Et si à la foire, chaque groupe travaille, on remet à 2 ou 3 personnes qui participent à la foire, soit nationale ou sous-régionale. À Kindia, ce sont plusieurs familles qui tirent aujourd'hui les revenus de la teinture. Ces acteurs invitent les autorités à mettre l'artisanat au centre de leurs préoccupations. À suivre dans cette édition, les inégalités criantes en Afrique du Sud. L'apartheid est enterré, mais les discriminations sociales se font ressentir. On parlera aussi dans ce journal de la marche de protestation au Nigeria, une mobilisation pour réclamer la libération des lycéennes enlevées il y a 2 semaines. Le salon de l'aéronautique et du spatial s'est tenu du 23 au 26 avril dernier à Marrakech. C'est au Maroc, selon les autorités du royaume chérifien. Ce salon qui regroupe les acteurs et professionnels de l'industrie aéronautique de par le monde vise à promouvoir ce secteur en Afrique. La signature d'accords de convention, des shows aériens et l'exposition d'avions de différents types ont ponctué la rencontre. C'est un reportage signé Mamadou Boidiello. Du 23 au 26 avril dernier s'est tenue à Marrakech la 4e édition du Marrakech Air Show sur la base militaire de la ville. Tout a commencé par des shows aériens. Bâti sur une superficie totale de 200 000 m², dont 25 000 couverts et plus de 260 exposants, ce salon de l'aéronautique et du spatial s'impose de nos jours sur le continent africain comme l'un des plus grands rendez-vous d'échange d'expérience et d'expertise entre opérateurs et professionnels du secteur de l'aéronautique de par le monde. L'édition de cette année a enregistré la participation de 56 pays, 54 délégations des ministères du Transport et 40 chefs d'état-major. Pour le ministre marocain de l'Équipement et du Transport, le salon vise à promouvoir le secteur aéronautique sur le continent et renforcer la coopération entre les États. C'est un partenariat où tout le monde est gagnant et nous sommes prêts à aller plus loin avec tous les pays africains. Nous sommes même prêts à avoir des bases de l'ARAM dans pas mal de pays africains qui n'ont pas de compagnie nationale. Comme ça, ils peuvent être connectés à toutes les régions. Grâce à des réformes engagées depuis quelques années et combinées à des investissements estimés à des milliards d'euros, l'industrie aéronautique marocaine connaît un véritable décollage. Sa compagnie nationale Royal Air Maroc, qui est une référence en Afrique, dessert plusieurs destinations à travers le monde. Un acquis que le groupe entend partager avec ses partenaires à tous les niveaux. C'est l'occasion aussi pour nous d'inviter un certain nombre de responsables de l'aviation civile, des ministères de transport, afin qu'on échange nos points de vue sur la marche du monde et surtout la marche du continent en ce qui concerne l'aéronautique et l'aviation. Quelques chefs d'état-major qui ont pris part au salon se réjouissent de sa tenue. Selon eux,
Le modèle marocain est une fierté pour l'Afrique. Les forces armées royales marocaines ont vraiment pris beaucoup d'avance sur l'ensemble des forces et se rapprochent même de tout ce qui peut se faire de mieux en Europe et en Amérique. C'est un événement mondial grandiose et qui est toujours mené de main de maître par nos frères marocains. Le salon a pris fin sur une note de satisfaction selon les organisateurs. Une convention portant sur la production d'avions de type LH-10 Ellipse a été signée entre le groupe français Honda et celui marocain LH Aviation. La Guinée, elle, n'a pas pris part à ce salon. Direction l'Afrique du Sud. Dans une semaine, les Sud-Africains sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés. 20 ans après la première élection démocratique, l'apartheid est enterré, mais les discriminations sociales restent bien ancrées. Emploi, logement, salaire, les inégalités sont criantes. C'était le 16 août 2012 à Marikana. La police tirait à balles réelles sur des mineurs en grève, faisant 34 morts. L'opération la plus sanglante depuis la fin de l'apartheid. 2 ans plus tard, les mineurs de Marikana réclamaient toujours une augmentation de salaire. Ils gagnent 400 € par mois. Leur employeur, le britannique Lonmin, a un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros. Cette économie est aux mains du capitalisme blanc qui est étranger. Cette économie est détenue par la population blanche dans ce pays. Pour que l'Afrique du Sud soit pour tous, les Noirs et les Blancs, nous devons utiliser notre pouvoir politique pour prendre le contrôle des richesses du pays. C'est ce que voulait l'ANC au début. 20 ans après l'instauration de la démocratie, les promesses du parti anti-apartheid semblent bien loin. Pire, l'économie sud-africaine n'a pas changé de modèle en un siècle et la classe moyenne peine à exister. Aujourd'hui, on parle de 4 millions de personnes qui constitueraient la classe moyenne. Mais la majorité des gens sont toujours en bas de la pyramide et ne bénéficient pas de la croissance. 4 millions, c'est à peine 10% de la population. À Johannesburg, le contraste est saisissant entre les centres commerciaux climatisés et la réalité des townships. Ça fait vraiment mal au cœur de voir les gens dormir dans la rue. Ils sont sans abri, ils n'ont rien à manger. Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde. Mais si on pouvait essayer de mieux partager les richesses entre tout le monde, ça aiderait beaucoup. À Johannesburg, il n'est pas rare de voir des hommes brandir leur CV sur une pancarte. Le chômage qui touche 24% de la population active sera au cœur des législatives du 7 mai. Beaucoup de Sud-Africains se sentent trahis et ont annoncé qu'ils n'iront pas voter. Aucune nouvelle depuis 2 semaines des lycéennes disparues dans le nord du Nigeria. L'enlèvement de plus de 200 adolescentes par les islamistes de Boko Haram suscite une vive colère dans le pays. Colère contre les ravisseurs, mais aussi contre les autorités accusées d'être incapables de retrouver les jeunes filles. Ils sont plusieurs centaines à battre le pavé pour exprimer leur ras-le-bol. Ces manifestants portent un message « Bring back our girls » ramenez nos filles. La marche vise à protester contre l'incapacité des autorités fédérales nigérianes à retrouver la trace des 234 jeunes filles enlevées par Boko Haram. Nous sommes tellement frustrés à l'idée de savoir que 234 enfants peuvent disparaître et qu'il n'y a jusqu'à présent aucune explication cohérente sur les opérations de recherche et de secours qui sont actuellement menées pour obtenir leur libération. Depuis mardi, des manifestations hostiles à Boko Haram se multiplient dans de nombreuses localités du Nigeria. Elles interviennent une semaine après l'appel à un front uni contre la secte islamiste. L'appel lancé par des leaders traditionnels et politiques du pays est repris par la quasi-totalité de la population nigériane. Chacun de nous doit faire quelque chose pour stopper cette insécurité grandissante que nous observons dans le pays, et en particulier dans le nord-est. L'état de Borno dans le nord-est du Nigeria est considéré comme le fief de Boko Haram dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». C'est dans celui-ci de Chibok, une ville de la région, que la secte islamiste a enlevé il y a 2 semaines 234 filles. Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans
pourraient avoir été amenés dans des pays voisins, puis être mariés de force. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Espace TV.